Le 26 janvier 1945, Holzweiler, France. Un soldat allemand de la 2e division de montagne regardait par la fenêtre du poste de secours tandis que les brancardiers amenaient les blessés. Son unité venait d'attaquer avec 250 hommes et 6 chars contre un seul lieutenant américain, debout sur un chasseur de chars en feu. L'Américain n'avait qu'une mitrailleuse. En 1 heure, la force allemande était réduite à 70 soldats effectifs. Les survivants ne pouvaient parler que de l'arme qui les avait arrêtés net. L'arme n'était pas une arme miracle secrète, ni une merveille technologique née dans les laboratoires allemands, mais une simple mitrailleuse américaine qui avait commencé à sortir des chaînes de production en 1933. Pourtant, cette arme, la mitrailleuse lourde Browning M2 de calibre .50, deviendrait l'équipement le plus redouté de l'arsenal américain. Non pas à cause de sa complexité, mais à cause de son efficacité brutale et implacable. Les survivants allemands venaient d'assister à ce qui deviendrait l'un des engagements les plus légendaires de l'histoire militaire américaine. Le premier lieutenant Audie Murphy, blessé et seul, avait grimpé sur un chasseur de chars M10 en feu et avait braqué sa mitrailleuse de calibre .50 montée en tourelle sur une compagnie d'infanterie allemande entière appuyée par des blindés. Pendant plus d'1 heure, Murphy avait tiré avec une telle efficacité dévastatrice que l'attaque allemande s'était simplement désintégrée. La citation officielle de la Medal of Honor, décernée par le lieutenant-général Alexander Patch le 2 juin 1945, confirma que Murphy infligea environ 50 pertes à la force attaquante. Les blessures causées par les impacts de calibre 50 devinrent sinistrement familières au personnel médical allemand. Contrairement aux balles de fusil qui pouvaient blesser et permettre la guérison, les projectiles de calibre 50 provoquaient des dégâts tissulaires catastrophiques. Le transfert massif d'énergie cinétique signifiait qu'un impact sur un membre entraînait souvent l'amputation. Un impact sur le torse était presque invariablement fatal. Les hôpitaux de campagne allemands, près du front, apprirent à reconnaître les victimes du calibre 50 par la nature de leurs blessures. Le personnel médical ne pouvait guère faire plus qu'apporter du réconfort et tenter de stabiliser les patients pour l'évacuation. Beaucoup de blessés n'atteignirent jamais les hôpitaux de campagne. L'impact médical s'étendait au-delà des pertes directes. Les unités allemandes, subissant un tir soutenu de calibre 50, subissaient des pertes psychologiques, de l'épuisement au combat et une rupture de la cohésion à des taux plus élevés que les unités confrontées à des tirs d'armes légères conventionnels. Les médecins militaires notèrent que les soldats ayant subi des attaques répétées au calibre .50, même s'ils n'étaient pas blessés physiquement, montraient des signes de stress sévère et de fatigue de combat. Le savoir que la prochaine rafale ne pouvait être survécue en se mettant à couvert, que la chance plutôt que la compétence déterminait la survie, créait un sentiment d'impuissance significatif sur les plans médical et militaire. Mais l'action de Holzweiler n'était pas un incident isolé. Du bocage normand aux forêts gelées des Ardennes, des déserts d'Afrique du Nord aux cieux du Reich lui-même, les soldats allemands apprirent à reconnaître et à craindre un son distinctif, le grondement rythmé et profond du M2 Browning tirant entre 450 et 575 coups par minute. Chaque énorme balle de calibre .50 transportait assez d'énergie pour percer des blindages légers, traverser du béton et transformer les corps humains en épaves méconnaissables. La transformation du scepticisme à la terreur avait commencé 3 ans plus tôt. Les mathématiques de la puissance industrielle américaine allaient s'écrire, non pas dans des statistiques de production, mais dans l'expérience des soldats allemands qui firent face à cette arme et survécurent pour en parler. Ce qu'ils découvrirent briserait leur compréhension de la guerre moderne et révélerait une vérité profonde sur la doctrine militaire américaine. Les États-Unis n'avaient pas construit la mitrailleuse lourde la plus sophistiquée. Ils avaient construit quelque chose de bien plus dangereux. Ils avaient construit l'arme servie par équipage la plus fiable, la plus omniprésente et la plus psychologiquement dévastatrice de l'histoire. La haine commença non par la peur, mais par le mépris. Le 6 septembre 1943, les cieux au-dessus de Stuttgart. 388 B-17 Flying Fortress approchèrent du cœur industriel allemand lors du premier grand raid de jour sur la ville. Les unités de chasse de la Luftwaffe décollèrent pour intercepter.
Parmi elles se trouvaient des vétérans qui avaient abattu des dizaines d'avions alliés en 2 ans de combat. Ils étaient confiants dans leur Focke-Wulf FW-190, armés chacun de 4 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 13 mm. Les pilotes allemands engagèrent leur passe d'attaque depuis le haut et l'avant, doctrine standard pour intercepter les lourds américains. À 800 mètres, ils ouvrirent le feu. Les canons tonnèrent, les obus filant vers les bombardiers de tête. Puis quelque chose se produisit qui changerait à jamais la compréhension allemande du combat aérien. Les bombardiers éclatèrent en flammes, non pas la fumée d'avions endommagés, mais les flashs de tir. Chaque B-17 transportait 13 mitrailleuses Browning M2. Une formation typique de 36 bombardiers signifiait 468 mitrailleuses lourdes. Toutes tiraient la même cartouche de mitrailleuse Browning de calibre .50 capable d'atteindre 1830 mètres avec un effet létal. La puissance de feu défensive, combinée de la formation, dépassait les 6000 coups par minute, créant un mur d'acier qu'aucun chasseur ne pouvait pénétrer en sécurité. Les chasseurs allemands sentirent leurs avions trembler, tandis que les balles de calibre .50 déchiraient les ailes, les capots moteurs et les verrières. Ils rompirent leurs attaques, piquant pour s'échapper avec des avions crachant fumée et fluide hydraulique. Le raid coûta cher à la Luftwaffe. 45 B-17 furent perdus, mais les pertes en chasseurs allemands furent catastrophiques pour des unités qui ne pouvaient plus remplacer les pilotes expérimentés. Ce que les pilotes allemands ne comprenaient pas encore, c'est qu'ils rencontraient non pas seulement une arme, mais une philosophie de la guerre. Les Américains avaient résolu le problème de la défense des bombardiers, non pas par la sophistication technologique, mais par un volume de feu écrasant. Chaque B-17G transportait entre 5000 et 7000 coups de munitions de calibre .50 répartis sur 13 positions de tir, certains équipages ajoutant des munitions supplémentaires au-delà des règlements. Les pilotes de la Luftwaffe avaient été entraînés à respecter les canons de 20 mm et 30 mm, car ces armes pouvaient détruire un bombardier avec un seul tir bien placé. Ils avaient appris à craindre les obus explosifs qui détonaient à l'impact. Mais le calibre .50 américain n'explosait pas, il n'en avait pas besoin. Le projectile massif d'un demi-pouce de diamètre, pesant 46 grammes, voyageant à 884 mètres par seconde, transportant 16 000 joules d'énergie à la bouche, se contentait de percer des trous dans tout ce qu'il touchait. Ailes, moteurs, réservoirs de carburant, pilotes. En octobre 1943, les unités de chasse de la Luftwaffe commencèrent à comprendre le vrai danger. L'Oberleutnant Heinrich Wurmeler, un AS avec 93 victoires, décrivit les formations de bombardiers américains dans une lettre à sa famille. Attaquer les Américains, c'est voler à travers une tempête d'acier. Vous voyez les traceurs, une balle sur 5, et vous savez que pour chaque traceur que vous voyez, 4 autres balles que vous ne pouvez pas voir volent autour de vous. Quand vous vous approchez à portée efficace de canon, vous êtes déjà dans leur zone de mise à mort. Les Allemands adaptèrent leur tactique. Ils essayèrent les attaques frontales, les piquer depuis le haut, les monter depuis le bas, les attaques sur les côtés. Rien ne fonctionna de manière constante. Les mitrailleurs américains avaient des champs de tir qui se chevauchaient. Si vous veniez de l'avant, les mitrailleuses de nez et de tourelle supérieure engageaient. De l'arrière, les mitrailleuses de queue et la tourelle ventrale. Sur les côtés, les mitrailleuses de sabord. Par le haut ou le bas, la tourelle ventrale et la tourelle supérieure. Il n'y avait aucune approche sûre. L'United States Army Air Force avait disposé ses formations de combat boxe de 18 à 21 avions dans l'espace tridimensionnel spécifiquement pour maximiser le chevauchement des champs de tir défensifs. Mais la véritable horreur n'était pas le volume de tir, c'était la fiabilité. Les pilotes allemands volant sur Bf-109 ou FW-190 savaient que leurs canons étaient sujets aux enrayages, surtout dans l'air froid en haute altitude. La mitrailleuse allemande MG 130 et 1 de 13 mm était meilleure, mais elle nécessitait toujours un entretien minutieux et pouvait tomber en panne à des moments critiques. La Browning M, 2 américaine, en revanche, fonctionnait simplement. Elle tirait continuellement pendant des heures. Elle opérait par des températures allant de moins 40 degrés à plus 40 degrés Celsius. Elle fonctionnait après avoir été touchée par des tirs de canons allemands.
Elle continuait à tirer même lorsque les canons rougissaient sous l'effet d'un tir soutenu. Les équipes de maintenance américaines remplaçaient les canons surchauffés en minutes, pas en heures, et l'arme reprenait son tir sans rater un temps. Le lieutenant Wolfgang Fischer, un pilote de JG-2 qui effectua des missions d'interception de bombardiers au-dessus du Reich, survécut à la guerre pour témoigner lors des débriefings d'après-guerre de la Luftwaffe. Ces mots, enregistrés en mars 1946, capturèrent la prise de conscience grandissante parmi les équipages aériens allemands. Nous appelions les formations de bombardiers américains die Fliegenden Festungen, les forteresses volantes. Mais ce qui en faisait de véritables forteresses, ce n'était pas leur blindage ou leur discipline de formation. C'étaient ces mitrailleuses de calibre 50 qui n'arrêtaient jamais de tirer, ne s'enrayaient jamais, ne nous offraient jamais d'ouverture. Nous avons perdu tant de pilotes, non pas face aux chasseurs américains, mais au feu défensif des bombardiers. C'était comme voler dans un hachoir à viande. La guerre terrestre raconta la même histoire avec des détails différents. Le 6 juin 1944, Normandie. L'oberste Hans von Luck commandait des éléments de la 21e division Panzer défendant contre l'invasion alliée. Von Luck n'était pas un officier ordinaire. Il avait combattu à El Alamein, reçu la croix de chevalier et publierait plus tard ses mémoires acclamées Panzer Commander. Sa division fut l'une des premières unités allemandes à rencontrer les forces américaines lors de combats terrestres soutenus. Ce que von Luck découvrit, c'est que la doctrine américaine avait placé la mitrailleuse de calibre .50 sur pratiquement tous les véhicules de combat. Les jeeps en étaient équipés, les camions aussi, les semi-chenillés, les chars les avaient sur les tourelles, les chasseurs de chars en étaient dotés, même les véhicules de ravitaillement en portaient pour la protection des convois. Les Américains avaient réalisé quelque chose que les Allemands n'avaient jamais tenté, une couverture universelle en mitrailleuses lourdes sur toute leur structure de force. Von Luck écrivit dans ses mémoires à propos des implications tactiques. On nous avait dit que notre entraînement et notre doctrine tactique surmonteraient l'avantage matériel américain. En Normandie, j'ai appris la vérité. Les Américains n'avaient pas besoin de tactique supérieure. Ils avaient assez de munitions pour faire des erreurs et quand même gagner. Leurs mitrailleuses de calibre .50 étaient sur chaque véhicule, chaque position, tirant continuellement. Nous ne pouvions pas manœuvrer de jour. Toute tentative de mouvement attirait un feu immédiat et écrasant. L'effet psychologique fut aussi destructeur que les pertes physiques. L'armée allemande avait construit sa doctrine d'infanterie autour de la mitrailleuse. La MG-34 et sa successeur, la MG-42, étaient d'excellentes armes. La MG-42 tirait à 1200 coups par minute, gagnant le surnom de scie circulaire de Hitler de la part des soldats alliés qui entendaient son son distinctif. Les groupes allemands transportaient 1800 coups par mitrailleuse et organisaient leur tactique autour du soutien de l'équipe de la mitrailleuse. Le concept d'Einheitsmaschinengewehr ou mitrailleuse à usage général serait plus tard adopté par les forces de l'OTAN car il était tactiquement solide. Mais les Allemands n'avaient jamais imaginé l'échelle de l'emploi américain du calibre .50. Une seule division blindée américaine avançant à travers la France aurait des centaines de mitrailleuses de calibre .50 montées sur véhicules. Les convois de ravitaillement américains utilisaient un schéma documenté de tir alterné. Un véhicule tirant à droite, le suivant à gauche, pour couvrir les deux flancs et briser les embuscades allemandes. Cette tactique était spécifiquement efficace contre les équipes de Panzerfaust, tentant d'engager les blindés américains à courte portée. Les colonnes blindées américaines employaient ce qu'elles appelaient la reconnaissance par le feu. Plutôt que d'avancer prudemment et d'attendre que l'ennemi révèle ses positions, les unités américaines tiraient continuellement avec leurs mitrailleuses de calibre .50 sur tout emplacement suspect. Lisières d'arbres, bâtiments de ferme, murs de pierre, haies. Le volume de feu supprimait les positions allemandes cachées ou provoquait des tirs de retour qui révélaient leur emplacement. Cette tactique, documentée de manière extensive dans des sources primaires, rendit les soldats allemands fous. Les vétérans de l'infanterie allemande du front de l'Est pensaient avoir connu le pire de la guerre industrielle contre les soviétiques. Puis, ils rencontrèrent la doctrine de puissance de feu américaine en France.
Les chefs de groupe allemands qui survécurent au combat en Normandie et furent capturés décrivirent la différence lors de leur débriefing préservé dans les archives de la division historique de l'US Army. Contre les Russes, nous faisions face à des attaques en vagues humaines et des barrages d'artillerie. Contre les Américains, nous faisions face à des tirs de mitrailleuses qui ne s'arrêtaient jamais. Ils tiraient sur tout. Ils tiraient sur rien. Ils tiraient pour nous faire garder la tête baissée. Ils tiraient pour nous empêcher de bouger. Ils tiraient parce qu'ils avaient des munitions illimitées, et nous non. Après 2 semaines de combat contre les Américains dans le bocage, les soldats ne quittaient pas leur abri pendant la journée. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était des mathématiques. Bouger signifiait la mort. Le Multiple Gun Motor Carriage M16 démontra la philosophie de puissance de feu américaine dans son expression la plus extrême. C'était un semi-chenillé équipé de 4 mitrailleuses de calibre 50 dans une tourelle motorisée, initialement conçue pour la défense anti-aérienne. La cadence de tir combinée approchait les 2200 coups par minute. Les soldats américains l'appelaient le hachoir à viande ou la faucheuse de croûte. Des rapports officiels du 473e bataillon anti-aérien en novembre 1944 indiquaient que la mission primaire du M16, la défense anti-aérienne, devenait souvent sa mission secondaire et qu'il était utilisé à la place contre les troupes au sol. Fin 1944, la Luftwaffe avait été largement vaincue au-dessus de l'Europe occidentale. Les unités anti-aériennes américaines se retrouvèrent réorientées vers des opérations de soutien au sol. Le M16 se révéla dévastateur contre l'infanterie et les véhicules légers allemands. Durant la bataille des Ardennes, lorsque les forces allemandes lancèrent leur dernière grande offensive à l'ouest du 16 décembre 1944 au 25 janvier 1945, les unités M16 furent créditées d'avoir brisé de nombreuses attaques d'infanterie allemande, simplement en balayant leurs affûts quadruples à travers les formations attaquantes. L'expérience des forces allemandes tentant d'embusquer les convois de ravitaillement américains illustre pourquoi le calibre .50 devint si détesté. La doctrine allemande d'embuscade de convois consistait à laisser passer les véhicules de tête, puis à détruire les véhicules au milieu de la colonne pour créer un barrage routier, puis à détruire systématiquement le convoi piégé. Cette tactique avait fonctionné efficacement contre les lignes de ravitaillement britanniques et soviétiques plus tôt dans la guerre. Contre les convois américains, la tactique échoua de manière catastrophique. La doctrine américaine des convois plaçait des véhicules armés de calibre 50 à intervalles réguliers dans la colonne. Lorsqu'une embuscade était déclenchée, les véhicules américains ripostaient immédiatement avec leur calibre 50, tandis que d'autres véhicules manœuvraient pour prendre de flanc la position d'embuscade. Le volume des tirs de riposte était si intense que les équipes d'embuscade allemandes subissaient fréquemment plus de pertes que les convois qu'elles attaquaient. Les chefs de section allemands, qui participèrent à des embuscades de convois pendant les combats en France, décrivirent l'évolution des tactiques allemandes et leur échec ultime lors d'interrogatoires d'après-guerre. Dans les premières embuscades, les forces allemandes positionnaient l'infanterie avec des mitrailleuses et des Panzerfaust le long des routes. Les convois américains avaient des véhicules équipés de mitrailleuses de calibre 50 répartis tout du long. Le volume des tirs de riposte des convois était dévastateur. Les unités allemandes apprirent à n'embusquer que des véhicules isolés, jamais des convois. Mais les véhicules isolés étaient rares. Les Américains se déplaçaient en force précisément parce qu'ils savaient que les forces allemandes ne pouvaient pas attaquer efficacement leurs convois. Le schéma de tir alterné que les convois américains employaient était particulièrement efficace. Les véhicules du côté droit de la route tiraient sur le flanc droit. Les véhicules de gauche tiraient à gauche. Cela créait des champs de tir croisés qui couvraient les deux côtés de la route simultanément. Les forces allemandes tentant d'embusquer d'un côté se retrouvaient sous le feu non seulement de ce côté du convoi, mais aussi du côté opposé. L'effet psychologique d'être sous le feu de plusieurs directions par des armes qui pouvaient pénétrer les abris et semblaient avoir des munitions illimitées rendait les embuscades réussies presque impossibles. Les unités logistiques américaines comprenaient que la mitrailleuse de calibre .50 était leur défense primaire. Les conducteurs et conducteurs adjoints recevaient un entraînement sur les armes.
Les munitions étaient chargées en quantité dépassant largement les allocations officielles. Les commandants de convoi étaient autorisés à engager toute menace suspecte avec un feu immédiat et écrasant. Le résultat fut que les forces allemandes, de mi à fin 1944, avaient largement renoncé à tenter d'interrompre les lignes de ravitaillement américaines dans les zones où les forces américaines avaient la supériorité aérienne et suffisamment de puissance de combat au sol pour répondre aux attaques. Cela avait des implications stratégiques au-delà de la situation tactique immédiate. Les forces allemandes en France et plus tard en Allemagne même ne pouvaient pas interrompre efficacement la logistique américaine. Les unités américaines pouvaient compter sur un ravitaillement régulier en munitions, carburant, nourriture et équipements. Cela signifiait que la planification tactique américaine pouvait supposer que la puissance de feu serait disponible quand nécessaire. La planification allemande, en revanche, devait tenir compte de pénuries chroniques de munitions, de carburant et de la certitude que les fournitures arrivées, quand elles arrivaient, seraient tardives et en quantité insuffisante. La mitrailleuse de calibre .50 était à la fois une cause et un symptôme de la supériorité logistique américaine. Elle était efficace parce que l'industrie américaine pouvait produire des munitions en vaste quantité. Elle permettait de continuer les opérations car sa fiabilité signifiait que les munitions, une fois livrées, seraient efficacement employées. Les soldats allemands, regardant les tirs traceurs américains décrire des arcs à travers le champ de bataille, la nuit, comprenaient qu'ils voyaient non seulement une dépense de munitions, mais la preuve visible d'une capacité industrielle qu'ils ne pouvaient égaler. La terreur venue des airs ajouta une autre dimension à la peur allemande du calibre .50. Le Republic P-47 Thunderbolt, que les pilotes américains surnommaient Jug, portait 8 mitrailleuses Browning M2 dans ses ailes. Cela signifiait qu'un seul chasseur pouvait délivrer 4400 coups par minute de puissance de feu combinée lors des passes de mitraillage. Les forces terrestres allemandes apprirent à reconnaître la silhouette distinctive du P-47 et le son qui précédait la mort. Une passe de mitraillage d'une patrouille de 4 P-47 signifiait 32 mitrailleuses de calibre .50 convergeant sur une zone cible. Les avions approchaient à haute vitesse et basse altitude, souvent avec un avertissement minimal. Les pilotes ouvraient le feu à des distances de 600 à 800 mètres et marchaient leurs tirs à travers les positions, véhicules et concentrations de troupes allemandes. L'effet fut décrit par les survivants comme une pluie d'acier horizontale qui ne laissait rien d'intact. Les sergents de ravitaillement allemands qui survécurent à de multiples attaques de mitraillage durant la retraite de Normandie en août 1944 décrivirent l'impuissance ressentie par les troupes allemandes face à la puissance aérienne américaine lors de leurs interrogatoires. Vous entendez d'abord les moteurs. Au moment où vous levez les yeux, ils tirent déjà. Les balles frappent la route, les véhicules, les hommes, tout à la fois. Il n'y a aucun abri qui fonctionne. Les murs de pierre s'effritent, les arbres sont coupés, le métal se déchire comme du papier. Vous pouvez être derrière un camion un instant, et le camion a disparu l'instant suivant, réduit à des morceaux de métal et de feu. Les soldats apprirent à abandonner les véhicules au moment où ils entendaient les moteurs d'avion. Mieux valait perdre le véhicule que le véhicule et l'équipage. Le P-47 se révéla particulièrement efficace dans ce que les pilotes américains appelaient les missions de reconnaissance armée. Plutôt que de cibler des objectifs spécifiques, les patrouilles surveillaient des secteurs assignés à la recherche de cibles d'opportunité. Tout véhicule allemand se déplaçant de jour risquait l'attaque. Toute colonne de troupes, tout convoi de ravitaillement, toute position d'artillerie. Les 8 mitrailleuses de calibre .50 donnaient aux pilotes assez de munitions pour engager de multiples cibles lors d'une seule sortie. Un pilote pouvait mitrailler un convoi, grimper en altitude, repérer un peloton de chars allemands, piquer pour les attaquer, puis mitrailler un carrefour sur le vol de retour. La capacité en munitions, environ 425 coups par arme, signifiait 3400 coups au total, assez pour un combat soutenu. Les forces allemandes s'adaptèrent en se déplaçant principalement la nuit et par mauvais temps. Mais cette adaptation eut un coût énorme en termes de rythme opérationnel et de logistique. Les fournitures, qui auraient dû prendre des heures à déplacer, nécessitaient des jours.
Les renforts arrivaient en retard, ou pas du tout. L'incapacité de la Luftwaffe à contester la supériorité aérienne américaine d'ici mi-1944 signifiait que les forces terrestres allemandes opéraient sous la menace constante d'attaques aériennes. Et l'arme principale délivrant cette menace était la mitrailleuse de calibre 50. La combinaison du tir de calibre .50 depuis le sol et depuis les airs créa un effet de suppression complet. Les unités allemandes ne pouvaient pas se déplacer en sécurité de jour à cause des attaques de mitraillage. Elles ne pouvaient pas se déplacer en sécurité la nuit, car les forces terrestres américaines utilisaient la reconnaissance par le feu avec des calibres .50 montés sur véhicules pour intercepter les routes et les sentiers. Elles ne pouvaient pas concentrer leurs forces pour des contre-attaques car la doctrine américaine exigeait l'engagement immédiat de toute formation allemande identifiée avec toute la puissance de feu disponible, incluant les mitrailleuses de calibre .50 qui pouvaient tirer continuellement pendant que d'autres armes étaient amenées à portée. Ce fut la réalité qui brisa l'efficacité au combat allemande à l'ouest. Non pas une seule bataille décisive, non pas une arme miracle, mais le poids cumulé de faire face à un adversaire dont la mitrailleuse lourde de base était présente en quantité si écrasante et employée si prodiguement que les réponses militaires traditionnelles devenaient sans pertinence. La doctrine tactique allemande, l'entraînement allemand, l'esprit combatif allemand. Aucun de ces facteurs ne pouvait surmonter la simple réalité mathématique que les forces américaines pouvaient délivrer une puissance de feu supérieure à n'importe quel point du champ de bataille plus vite que les forces allemandes ne pouvaient répondre. Un bataillon d'infanterie allemand attaquant une position américaine pouvait faire face à 50 à 150 mitrailleuses de calibre .50, toutes tirant continuellement, toutes approvisionnées avec des milliers de coups de munitions. La doctrine allemande exigeait une discipline de feu stricte pour économiser les munitions. La doctrine américaine exigeait des volumes de feu écrasants pour supprimer l'ennemi et maintenir l'initiative. Lorsque ces deux philosophies entraient en collision, la supériorité matérielle américaine se révélait décisive. Le combat urbain révéla une autre dimension de l'efficacité du calibre .50. Alors que les forces américaines combattaient à travers les villes françaises et allemandes, le calibre .50 s'avéra inestimable pour supprimer les positions ennemies dans les bâtiments et détruire les structures fortifiées. Le projectile massif pouvait pénétrer plusieurs murs de construction européenne typiques. La maçonnerie qui arrêtait les tirs de fusils et de mitrailleuses offrait peu de protection contre les balles de calibre 50. Les commandants de chars américains apprirent rapidement à utiliser leur calibre .50 monté en tourelle pour supprimer les fenêtres des étages supérieurs et les positions sur les toits avant de traverser les zones urbaines. La technique était simple mais dévastatrice. Un char s'arrêtait à un coin de rue et le commandant balayait le calibre 50 sur les façades des bâtiments, tirant continuellement sur toute position potentielle. Le tir soutenu forçait les défenseurs allemands à se mettre à couvert, permettant à l'infanterie d'avancer. Le char avançait ensuite et répétait le processus au carrefour suivant. Les équipes de Panzerfaust, très efficaces en terrain ouvert et particulièrement dangereuses en milieu urbain où elles pouvaient engager les blindés à courte portée, se retrouvèrent incapables de fonctionner efficacement contre les tactiques interarmes américaines qui intégraient le tir de suppression au calibre .50. Un opérateur de Panzerfaust devait s'exposer pour viser et tirer son arme. La doctrine américaine exigeait des tirs continus de calibre .50 sur toute position suspecte. La combinaison rendit les attaques réussies au Panzerfaust rares dans les situations où les forces américaines employaient une coordination interarmes appropriée. Les commandants de compagnie allemands qui combattirent les forces américaines dans la Rhénanie durant les derniers mois de la guerre décrivirent l'impossibilité d'une défense efficace en terrain urbain contre les tactiques américaines dans leur récit d'après-guerre. L'infanterie allemande se positionnait dans les pièces des étages supérieurs avec de bons champs de tir. Les chars américains approchaient et détruisaient les bâtiments avec des tirs de calibre 50 et des canons principaux de chars. Les balles de calibre .50 traversaient les murs et les plafonds. Il n'y avait aucun endroit sûr.
Les soldats se mettaient à couvert derrière des meubles ou des murs intérieurs, et les balles les trouvaient quand même. La seule façon de survivre était d'abandonner les positions avant que les Américains ne concentrent le feu sur elles. Mais abandonner les positions signifiait perdre du terrain, et il n'y avait plus de terrain à perdre. L'impact psychologique du combat en terrain urbain contre un ennemi avec des munitions illimitées de calibre 50 était profond. Les soldats allemands comprenaient intellectuellement que les murs et les bâtiments offraient du camouflage, mais pas une protection contre les tirs de calibre 50. Émotionnellement, le besoin humain de chercher un abri derrière des objets solides était écrasant. Voir les balles de calibre 50 percer des murs de pierre d'1 mètre d'épaisseur et continuer à travers plusieurs pièces détruisait le réconfort psychologique que l'abri procurait normalement. Les soldats se sentaient exposés même quand ils étaient cachés, vulnérables même quand protégés par ce qui aurait normalement été un abri adéquat. Cette érosion psychologique était cumulative. Un soldat pouvait survivre à un engagement, puis à un autre, mais à chaque fois, en voyant les tirs de calibre 50 détruire ce qui aurait dû être un abri sûr. Finalement, le stress accumulé de savoir qu'aucune position n'était vraiment sûre, que les Américains pouvaient et détruiraient toute position défensive avec des tirs soutenus, brisait l'efficacité au combat. Les unités abandonnaient des positions sans avoir été directement attaquées parce qu'elles savaient que la puissance de feu américaine finirait par rendre ces positions intenables. Les campagnes finales en Allemagne démontrèrent la supériorité complète de la doctrine de puissance de feu américaine. Les forces allemandes combattirent avec courage et compétence, obtenant souvent des succès tactiques locaux contre des forces américaines numériquement supérieures. Mais le succès tactique ne signifiait rien quand les forces américaines pouvaient simplement masser la puissance de feu et réduire les positions allemandes en ruine. La mitrailleuse de calibre .50 était le fondement de cette puissance de feu. Elle était présente en quantité suffisante pour engager n'importe quelle cible. Elle était assez fiable pour tirer continuellement pendant des heures. Elle était approvisionnée avec suffisamment de munitions pour que les commandants américains n'aient jamais besoin de rationner le feu. Et elle était employée selon une doctrine qui valorisait la suppression et la destruction plutôt que la conservation et la précision. Les équipages de chars allemands apprirent à craindre le calibre .50 pour d'autres raisons. Bien que le M2 ne puisse pas pénétrer le blindage frontal des chars moyens et lourds allemands, il pouvait endommager l'équipement optique, désactiver les équipements externes et supprimer l'infanterie accompagnatrice. Plus important encore, le calibre .50 pouvait pénétrer le blindage plus mince des côtés et de l'arrière de nombreux véhicules blindés allemands à des distances de combat. Les chasseurs de chars américains M10 portaient une mitrailleuse M2HB de calibre .50 montée à l'arrière de la tourelle pour la défense antiaérienne et la protection rapprochée de l'infanterie. L'analyse statistique de la dépense de munitions montre que les M10 tirèrent bien plus d'obus explosifs que de projectiles perforants, indiquant une utilisation extensive dans des rôles de soutien d'infanterie, où le calibre .50 s'avéra critique pour ce que les équipages appelaient les opérations de nettoyage en combat rapproché. Une équipe de Panzerfaust pouvait désactiver un char américain pour être décimé par des tirs de calibre .50 provenant de chasseurs de chars accompagnateurs ou de véhicules de soutien d'infanterie avant de pouvoir s'échapper. Le combat nocturne introduisit une autre terreur associée au calibre .50. Les munitions américaines utilisaient un ratio d'une balle traceuse pour 4 balles ordinaires. Cela signifiait qu'une balle de calibre .50 sur 5 visible par l'ennemi était une traceuse lumineuse qui marquait la trajectoire de la rafale. Les soldats allemands, regardant les tirs de calibre .50 américains, la nuit pouvaient voir les traces se diriger vers eux. Des traînées de lumière qui semblaient se déplacer assez lentement pour être suivies visuellement, mais qui arrivaient avec une vitesse et une force dévastatrices. L'effet psychologique était profond. Les soldats pouvaient voir la mort approcher. Ils pouvaient regarder les traceuses converger sur leur position. Ils savaient que pour chaque traceuse qu'ils voyaient, 4 projectiles supplémentaires volaient le long de la même trajectoire.
L'instinct humain de se baisser ou d'esquiver était inutile, car au moment où un soldat voyait la traceuse, les projectiles étaient déjà arrivés. Les vétérans apprirent à ne pas regarder les traceuses, mais les nouvelles recrues s'y fixaient, hypnotisées par le spectacle lumineux mortel, souvent se figeant à découvert jusqu'à ce que le feu les trouve. Les forces américaines exploitaient délibérément cet effet psychologique. La reconnaissance par le feu la nuit signifiait envoyer des flux de tirs de calibre 50 chargés de traceurs à travers les positions suspectes. L'effet visuel était écrasant. Des secteurs entiers s'illuminaient avec des flux croisés de traceurs. Le bruit des tirs combiné à l'impact visuel créait un environnement que les soldats allemands décrivaient comme infernal. Des chefs de groupe d'infanterie allemands capturés près d'Aachen en octobre 1944 décrivirent l'expérience lors de leurs interrogatoires. La nuit, vous pouvez les voir tirer même quand ils ne peuvent pas vous voir. Ils tirent sur des bruits, sur des mouvements, sur rien. Les traceurs vous montrent d'où vient la mort et vous ne pouvez pas y échapper. Vous regardez les flux de feu et savez que derrière chaque traceur, il y a 4 balles de plus. Vous calculez qu'une arme tirant pendant 10 secondes envoie 50 projectiles vers vous et seulement 10 sont des traceurs. Vous voyez 10 traînées de lumière et 40 projectiles de plus sont dans les airs. Puis vous réalisez qu'il n'y a pas une, mais 5 ou 10 armes qui tirent. Les mathématiques de cela sont terrifiantes. Vous ne pouvez pas survivre à ce volume de feu par la compétence ou le courage. Vous survivez par la chance seule. Les Allemands avaient leurs propres munitions traceuses, mais leur doctrine de discipline de feu signifiait que les traceurs étaient utilisés avec parcimonie. Une équipe de mitrailleuses allemandes pouvait tirer une rafale avec des traceurs pour vérifier son point de visée, puis passer aux munitions ordinaires pour économiser les traceurs plus coûteux. Les équipages américains tiraient des bandes mixtes continuellement. L'effet visuel de la puissance de feu américaine la nuit était donc beaucoup plus impressionnant que l'équivalent allemand, même quand les armes allemandes avaient des cadences de tir plus élevées. Cette domination visuelle avait des effets pratiques au-delà de l'intimidation. Les commandants américains pouvaient observer leur propre feu et l'ajuster en temps réel. Si les traceurs tombaient court de la cible, le tireur pouvait le voir et corriger immédiatement. Les tirs de riposte allemands étaient plus difficiles à observer car ils utilisaient moins de traceurs. Les unités américaines avaient donc un meilleur retour en temps réel sur l'efficacité de leur feu, leur permettant d'ajuster et de concentrer le feu plus efficacement que les forces allemandes ne pouvaient le faire avec leur utilisation plus conservatrice des munitions traceuses. Les Allemands essayèrent de développer des contre-mesures. Ils tentèrent d'utiliser les blindés plus agressivement pour se rapprocher des positions américaines avant que les tirs de calibre .50 ne deviennent écrasants. Cela fonctionna rarement car l'artillerie et le soutien aérien américain engageaient les blindés allemands à plus longue portée, forçant les Allemands à combattre exactement aux distances où les tirs de calibre .50 étaient les plus efficaces. Ils essayèrent les tactiques d'infiltration, se déplaçant la nuit et par mauvais temps quand l'observation américaine était limitée. Mais la logistique américaine signifiait que les munitions de calibre .50 étaient toujours disponibles, et la doctrine américaine encourageait à tirer sur toute position suspecte, qu'une cible soit confirmée ou non. Le 25 juillet 1944, l'opération Cobra, la percée américaine de Normandie commença avec 3300 tonnes de bombes larguées par 1800 bombardiers lourds sur les positions allemandes près de Saint-Lô. Le général-major Fritz Bayerlein commandait la division Panzerlehr, l'une des formations d'élite allemande défendant le secteur. Après la guerre, Bayerlein écrivit des manuscrits étendus pour la division historique de l'US Army, analysant la campagne. Son évaluation de la puissance de feu américaine fut clinique et dévastatrice. Il écrivit qu'au moment où sa division se retira du secteur de Saint-Lô, elle avait été décimée non principalement par les bombardements ou l'artillerie, bien que ce furent des facteurs significatifs, mais par l'effet cumulatif des tirs constants d'armes légères qui empêchaient ces forces de manœuvrer efficacement. Les mitrailleuses américaines de calibre .50 montées sur chaque véhicule signifiaient que ces troupes ne pouvaient pas se déplacer pour répondre aux avancées américaines sans être engagées immédiatement.
Sa conclusion fut que les Américains avaient résolu le problème fondamental de la guerre moderne. Ils avaient trouvé un moyen de projeter une puissance de feu supérieure sans nécessiter un entraînement ou des tactiques supérieures. Bayerlein, promu général de division le 20 juillet 1944, participa à la deuxième bataille des Ardennes et se rendit finalement en avril 1945. Ses écrits d'après-guerre deviendraient des sources majeures pour comprendre les perspectives allemandes sur les méthodes de combat américaines. Il nota à plusieurs reprises que la mitrailleuse de calibre .50, opérée par des soldats avec un entraînement spécialisé minimal et approvisionné avec de vastes quantités de munitions, créait un seuil de puissance de feu que les forces allemandes ne pouvaient égaler avec leurs armes plus sophistiquées et leurs équipages mieux entraînés. L'hiver 1944 apporta la bataille des Ardennes, la dernière grande offensive allemande à l'ouest. Les forces allemandes obtinrent une surprise tactique complète et un succès initial. Pendant les premiers jours, il sembla possible que les blindés allemands puissent percer jusqu'à la Meuse et diviser les armées alliées. Puis, la logistique américaine se réaffirma, et avec elle, la mitrailleuse de calibre .50. Les unités américaines précipitées dans les Ardennes transportaient leurs charges standards de munitions et d'équipements. Cela signifiait que même les positions défensives improvisées pouvaient apporter des volumes dévastateurs de tirs de calibre 50 sur les attaques allemandes. La bataille dégénéra exactement dans le genre de combat d'attrition qui favorisait la supériorité matérielle américaine. À Bastogne, les forces américaines encerclées utilisèrent leurs mitrailleuses de calibre 50 avec un effet dévastateur contre les attaques d'infanterie allemande. Les armes fonctionnèrent de manière fiable, malgré des températures bien en dessous de zéro, la boue, la neige et le chaos général des combats soutenus. Les forces allemandes firent une erreur critique dans leur planification pour l'offensive des Ardennes. Elles supposèrent que le mauvais temps clouerait au sol la puissance aérienne américaine et réduirait l'efficacité de la supériorité de feu américaine. Elles avaient à moitié raison. Le temps limita initialement les opérations aériennes, mais les planificateurs allemands n'avaient pas pris en compte le fait que les mitrailleuses de calibre .50 montées au sol n'étaient pas affectées par le temps et que la logistique américaine pouvait soutenir une dépense de munitions à des taux que les Allemands trouvaient incompréhensibles. Le général der Fallschirmtruppe Alfred Schlemm commanda la première armée parachutiste de novembre 1944 à mars 1945. Lorsqu'il fut blessé pendant l'opération véritable, l'assaut de la première armée canadienne à travers la Rhénanie. Schlemm eut la tâche ingrate de défendre contre les offensives alliées avec des ressources de plus en plus limitées et une qualité déclinante des troupes. Son analyse d'après-guerre, comme celle de Bayerlein, se concentra sur l'impact psychologique cumulatif de la puissance de feu américaine. Schlemm nota qu'au début de 1945, les soldats allemands avaient appris à reconnaître le son des tirs de calibre .50 américains à de grandes distances. La connaissance que toute position pouvait être engagée par ces armes, que tout mouvement pouvait attirer un feu immédiat et que les forces allemandes n'avaient aucune contre-mesure efficace, créa ce qu'il appela une mentalité défensive qui rendait les opérations offensives presque impossibles. Ces forces évacuèrent avec succès à travers la Rhénanie avant la poussée alliée finale, mais il attribua ces pertes principalement à l'attrition constante causée par les tirs de mitrailleuses lourdes américaines pendant la retraite. Les spécifications techniques du Browning M2 aident à expliquer son efficacité. L'arme pesait 38 kg sans trépied, 58 kg avec le trépied M3. Cela la rendait lourde, mais pas impossible pour une arme servie par équipage. La portée effective de 1830 mètres lui permettait d'engager des cibles bien au-delà de la portée des fusils et mitrailleuses légères allemandes. La cadence de tir, entre 450 et 575 coups par minute, était plus lente que celle de la MG42 allemande. Mais des cadences de tir plus élevées ne signifiaient rien quand les équipages allemands avaient des munitions limitées. La cartouche de mitrailleuse Browning de calibre .50 tirée par le M2 avait des spécifications qui la rendaient efficace contre une large gamme de cibles.
La balle ordinaire M33 atteignait une vitesse initiale de 887 mètres par seconde. Les variantes perforantes pouvaient pénétrer 19 mm de blindage à 500 mètres. La balle API M8, perforante incendiaire, pénétrait 16 mm à 500 mètres et enflammait le carburant ou les munitions après pénétration. La variante M20 API, avec son élément traceur, pénétrait 21 mm à la même distance. Cela signifiait que bien que le calibre .50 ne pouvait pas vaincre le blindage frontal d'un char Tiger ou Panther, il pouvait pénétrer le blindage des semi-chenillés, des voitures blindées, et le blindage latéral et arrière de nombreux véhicules blindés allemands. Plus important encore, il pouvait détruire les moteurs de camions, percer les réservoirs de carburant, désactiver les pièces d'artillerie et supprimer l'infanterie à des distances où les tirs de riposte étaient inefficaces. La fiabilité du M2 découlait de sa conception. John Browning avait commencé le développement en juillet 1917, pendant la Première Guerre mondiale. La mitrailleuse de calibre .50 M1921 refroidie à l'eau, pesant 55 kg avec son manchon d'eau, entra en service, mais se révéla trop lourde pour la guerre mobile. La version M2 refroidie par air adoptée en 1933 élimina le système de refroidissement à eau et réduisit le poids tout en maintenant la fiabilité. Les principes de fonctionnement de base de l'arme étaient simples, robustes et éprouvés. Les fabricants américains, incluant AC Spark Plug, Frigidaire, Guide Lamp et Colt, produisirent près de 2 millions de mitrailleuses de calibre 50 de tout modèle pendant les années de guerre. La production du M2HB, la version à canon lourd qui pouvait soutenir des périodes de tir plus longues, atteignit approximativement 350 000 unités au total à travers tous les services et théâtres. Cette échelle de production signifiait que les forces américaines ne manquèrent jamais d'armes de remplacement ou de pièces détachées. Les Allemands comprirent intellectuellement ce à quoi ils faisaient face. Leurs propres armes étaient à bien des égards plus sophistiquées. La MG-34 et la MG-42 étaient mieux adaptées au rôle d'armes automatiques de groupe. La mitrailleuse d'avion allemande MG-131 de 13 mm avait une cadence de tir plus élevée à 900 coups par minute. Les canons d'avion allemands de 20 mm et 30 mm étaient plus destructeurs par impact que n'importe quelle mitrailleuse. Mais la sophistication ne signifiait rien face à une supériorité matérielle écrasante. Les Américains avaient construit une arme qui était suffisamment bonne pour chaque rôle qu'elle devait remplir et l'avaient produite en quantité permettant un emploi universel. Chaque bombardier américain portait 13 M2. Chaque chasseur comme le P-47 Thunderbolt en portait 8. Chaque véhicule de combat américain en portait au moins une. Les compagnies d'infanterie américaines avaient des sections organiques de mitrailleuses lourdes de calibre 50. Les unités anti-aériennes américaines pouvaient réorienter leurs affûts quadruples M16 pour le combat terrestre. L'arme était partout, toujours disponible, toujours approvisionnée avec des munitions amples, et elle fonctionnait à chaque fois qu'elle était nécessaire. L'impact psychologique sur les forces allemandes fut cumulatif et dévastateur. Des soldats individuels pouvaient survivre à des rencontres avec des tirs de calibre 50. Des unités pouvaient accomplir avec succès des missions tactiques malgré la supériorité de puissance de feu américaine. Mais sur des semaines et des mois de combat, la connaissance constante que les Américains pouvaient amener une puissance de feu écrasante sur n'importe quelle cible à n'importe quel moment avec des armes qui fonctionnaient de manière fiable dans toutes les conditions, usait l'efficacité au combat allemande aussi sûrement que les pertes en vie et en équipement. Ce n'était pas de la lâcheté de la part des soldats allemands, c'étaient des troupes vétéranes qui avaient combattu à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. Beaucoup avaient fait face aux attaques soviétiques sur le front de l'Est. Mais il y avait quelque chose d'uniquement démoralisant dans l'approche américaine de la guerre. Les soviétiques pouvaient masser des vagues humaines et de l'artillerie. Les britanniques pouvaient démontrer l'excellence tactique et la coordination.
Les Américains déployaient simplement des ressources matérielles écrasantes et tiraient jusqu'à ce que la résistance s'effondre. Les officiers allemands trouvèrent de plus en plus difficile de motiver les hommes à attaquer quand ils savaient que les tirs de calibre 50 américains accueilleraient toute avance. L'infanterie allemande devint réticente à manœuvrer de jour. Les véhicules allemands se regroupaient à couvert plutôt que d'avancer. L'initiative tactique passa définitivement aux Américains, non pas à cause de tactiques supérieures ou d'un meilleur entraînement, mais parce que la doctrine américaine, construite sur des munitions illimitées et des armes fiables, rendit la doctrine allemande obsolète. La haine que les soldats allemands exprimaient pour le calibre .50 était le ressentiment d'artisans face à la production de masse, de guerriers compétents face à la guerre industrielle. Le calibre .50 représentait tout ce que les Allemands trouvaient étranger dans la guerre américaine. La dépense désinvolte de munitions, la confiance dans la supériorité matérielle plutôt que dans la compétence supérieure, la volonté de détruire plutôt que de capturer ou de contourner. Ce n'étaient pas les méthodes de soldats au sens européen traditionnel, c'étaient les méthodes d'une puissance industrielle qui avait calculé que la dépense matérielle était moins chère que les pertes et plus efficace que l'élégance tactique. Après la guerre, les historiens militaires allemands et les anciens officiers fournirent des évaluations cohérentes. La mitrailleuse américaine de calibre .50 n'était pas l'arme la plus sophistiquée de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'était pas la plus rapide, la plus précise, la plus légère ou la plus polyvalente. Elle était simplement la plus efficace parce qu'elle combinait fiabilité, omniprésence et soutien logistique écrasant. L'arme elle-même n'était qu'une partie de l'équation. Le système qui la produisit par millions l'approvisionna avec des milliards de cartouches et l'employa selon une doctrine qui acceptait la dépense matérielle comme prix de la victoire. Ce système est ce qui vainquit l'Allemagne. L'héritage du Browning M2 peut être mesuré par sa continuité de service. 80 ans après son entrée en production, l'arme reste en service actif avec l'armée américaine et les forces armées du monde entier. Elle a prévalu et survécu à tous les systèmes d'armes qui lui furent opposés durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a servi dans chaque conflit américain de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. Cette longévité reflète la solidité fondamentale de la conception et l'efficacité de la philosophie militaire américaine qu'elle incarne. Les implications stratégiques plus larges ne devinrent claires qu'après coup. La planification militaire allemande avait supposé qu'un entraînement supérieur et une excellence tactique pourraient compenser les avantages numériques américains. Cette supposition se révéla catastrophiquement fausse. La mitrailleuse de calibre .50 démontra que des armes adéquates, produites en quantités écrasantes et approvisionnées sans restriction, surpassaient des armes sophistiquées, produites en nombre limité et approvisionnées avec parcimonie. Les commandants de chars allemands qui avaient vaincu les blindés soviétiques grâce à des tactiques supérieures se retrouvèrent incapables de manœuvrer contre les équipes interarmes américaines qui incluaient de multiples mitrailleuses de calibre 50. L'infanterie allemande qui avait maîtrisé les subtilités tactiques de la MG42 trouva son expertise sans signification quand les forces américaines pouvaient simplement saturer les positions défensives avec des tirs soutenus de calibre .50. Les pilotes allemands qui avaient affiné leurs compétences contre la RAF se retrouvèrent déchiquetés par le feu défensif des formations de bombardiers qui valorisaient le volume sur la précision. La leçon était universelle et impitoyable. Dans la guerre industrielle, le camp qui peut soutenir une dépense matérielle plus élevée prévaudra, indépendamment des disparités de compétences tactiques. Les Allemands avaient apporté une approche d'artisan à une guerre de production de masse. Ils avaient optimisé pour l'efficacité quand la situation exigeait une force écrasante. Ils avaient conservé les munitions quand leurs adversaires pouvaient se permettre de les dépenser librement. Ce que les soldats allemands apprirent par une expérience amère fut que la guerre industrielle moderne récompense non pas la brillance tactique ou l'entraînement supérieur, mais la capacité à soutenir une dépense matérielle écrasante. La mitrailleuse Browning M2 de calibre .50 devint le symbole et l'instrument de cette leçon. Les forces allemandes apportèrent la compétence, la doctrine et la détermination sur le champ de bataille.
Les forces américaines apportèrent un système industriel capable de produire et d'approvisionner des mitrailleuses lourdes en quantité qui rendait la résistance mathématiquement futile. Quand ces deux approches de la guerre entrèrent en collision, le résultat ne fut jamais vraiment en doute.